Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Espace des entrepreneurs de l'École des entrepreneurs du Québec. Mon nom c'est Jean-Benoît Aubé, je suis l'un des directeurs de l'école. Avant de commencer, juste une petite annonce, on va recevoir M. Serge Beauchemin le 19 juin. Donc ceux qui veulent venir, c'est à la même heure, là, c'est de midi à 13h. Au niveau de toutes nos activités, le plus simple, c'est d'aller voir notre site Internet ou de s'inscrire à notre infolette. Comme ça, vous allez être au courant de tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent partager sur les médias sociaux, que ce soit sur Twitter, LinkedIn ou peu importe, notre mot-clic ou le hashtag, c'est le EE Québec. Comme ça, on va pouvoir là, voir qui écrit puis ce que vous postez. Pour les gens qui nous écoutent à travers la web diffusion un peu partout au Québec, on a une petite nouveauté aujourd'hui. C'est possible de poser des questions. Donc, vous avez la web diffusion ici, puis il y a un bouton pour poser les questions. Moi, je vais les recevoir sur mon iPad, puis à la fin de la conférence, je vais pouvoir là, poser les questions que vous nous avez écrites. Merci au gouvernement du Québec, un de nos grands commanditaires. Merci également à la Banque nationale, un autre de nos grands commanditaires. Et j'invite sans plus tarder Francis Deschenaux, conseiller soutien expert PME, Espace Affaires de la Banque nationale, à venir nous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, que je remercie d'avance pour avoir accepté de venir partager son histoire. Merci beaucoup, bonne conférence. Bonjour à tous, bonjour. Permettez-moi de me présenter encore une fois. Mon nom est Francis Deschenaux. Je suis conseiller soutien expert à la PME à la Banque. Et en mon nom, mais surtout au nom de la Banque, on vous remercie beaucoup de votre présence ici aujourd'hui. Alors, la Banque est un fier et sera toujours un fier collaborateur de l'École des entrepreneurs. Et de plus, nous sommes excessivement fiers d'être également présentateurs de vos grandes conférences. Nous sommes heureux d'appuyer les entrepreneurs autant que celles-ci soient établis ou en démarrage également. Nous sommes heureux, nous sommes passionnés d'entendre vos idées, vos projets, mais également vos inquiétudes pour voir de quelle façon nous pourrions y remédier tous ensemble. Notre partenariat avec l'école permet d'aller directement à votre rencontre et ainsi pouvoir échanger. J'aimerais en terminer vous rappeler à quel point vous êtes important pour le développement économique, social, culturel, non seulement de Montréal, mais bien de tout le Québec. Finalement, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence aujourd'hui. Il me fait plaisir maintenant de céder la parole à la conférencière de la journée, Mme Cathy Bussière, présidente de Nubic, œuvrant dans le domaine de la technologie de l'information depuis plus de 20 ans. Merci, bonne conférence et bonne journée. Bonjour tout le monde, merci de votre accueil, merci tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la tête de l'entreprise Nubic. Donc, un petit peu mon histoire, l'acquisition, et puis ce qui s'est passé aussi après l'acquisition, donc puis où on en est aujourd'hui. Alors, commençons. Je vais essayer de suivre la présentation. Je suis championne pour partir dans tous les sens puis pas suivre ce que j'ai prévu. Je vais essayer d'être bonne. Donc, à la base, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ce sont de petits entrepreneurs. Ma mère elle possédait un centre de coiffure qu'elle a ouvert en 1974, à l'époque où les femmes ne travaillaient pas beaucoup, puis encore moins, les femmes n'avaient pas nécessairement pas très présent dans les entreprises, dans le monde des affaires. Et puis, ensuite, elle a été chauffeur de taxi, puis toutes sortes de petites choses. Mon père, c'était la même chose. Mon frère aussi. Alors, on était un petit peu programmés comme ça. J'étais la première à avoir vraiment une paye avec un prélèvement d'impôts de retenue à la source. Mes parents n'avaient jamais vraiment vu ça. Puis, ils ont arrêté de chialer contre les impôts quand ils ont vu combien on en payait quand on était salariés. Donc, c'est ça. Donc, ils nous ont programmés. Je suis née là-dedans, même si ce n'est pas des grandes entreprises. C'était quand même des gens débrouillards qui prenaient en main leur futur, puis qui prenaient en main leur avenir puis leurs finances. Donc, pendant mes études, au début, je m'étais inscrite en administration parce que je voulais avoir une entreprise, mais je voulais être capable de la gérer. Je me suis inscrite.
Après un peu de temps, je me suis laissée un petit peu embarquer par l'influence d'amis qui, eux, n'allaient pas à l'école, qui étaient déjà en train de vivre leur vie, qui ramassaient déjà de l'argent pour leurs projets futurs. Je me suis laissée influencer, puis j'ai essayé de prendre un raccourci. J'allais faire un DEP en comptabilité. J'aimais ça les ordinateurs. À l'époque, c'était WordPerfect, Lotus 1, 2, 3. Il n'y avait pas de disque dur dans les ordinateurs. Les ordinateurs, c'était pas, on n'en avait pas à la maison. Moi, j'adorais ça. Fait que je pensais que j'aimerais ça. Parce qu'on travaille avec des ordinateurs, je pensais que j'aimerais ça. Puis après mon programme, premier jour de stage, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, que je n'étais pas à la bonne place, que ce n'était pas ça que je voulais faire, puis que ça ne me donnait pas les outils que j'avais besoin pour un jour avoir mon entreprise ou un jour travailler en entrepreneuriat. Alors, je suis tout de suite repartie. J'ai fouillé sur la tablette de la personne. Là. Elle avait un programme d'études d'un collège de Montréal. Puis j'ai choisi cette journée-là de m'en aller en informatique. Je ne savais pas trop que c'était pour apprendre la programmation, mais c'est pas grave. Je passe au travers. Je me suis inscrite. Après 3 sessions, j'ai réalisé que ce qui pouvait peut-être m'aider à me donner du temps pour pouvoir un jour être entrepreneur ou avoir du temps pour élaborer des projets, c'était d'enseigner. Donc, j'ai demandé à mon prof, « Bien, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir enseigner? Par où tu as passé? C'est quoi que ça prend pour faire ta job? » Puis il m'a dit, « Bien, ça prend un bac en informatique. » Bon, encore pas à bonne place. Fait que, même journée, je suis descendue au registraire, puis j'étais voir le registraire, puis j'ai dit, « Bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir d'ici le plus vite possible pour aller m'inscrire au bac en informatique? » Fait qu'il m'a dit, « Bien, on peut te faire une session en sciences humaines, puis ça va faire après 4 sessions, tu vas avoir ton diplôme, tu pourras aller en septembre en informatique. » Ce que j'ai fait. Fait que cette journée-là, la même journée, je suis revenue à la maison, je dis à mon chum, « Bien, ça y est, c'est fait, on s'en va en informatique, puis tu viens avec moi. » Fait que lui aussi s'est inscrit en informatique, il a fait exactement la même chose que moi. Ça l'intéressait aussi, les ordinateurs, puis tout ça, mais on ne savait comme pas trop honnêtement dans quoi on s'embarquait. Et puis, on a commencé notre bac. Avant la fin du bac, on a déjà eu des offres d'emploi. Puis c'était une grande entreprise, c'était pour IBM. Puis on s'est dit, bien, ouais, on ne peut pas laisser passer une opportunité comme ça va être bon pour notre CV. On y était avant même d'avoir terminé notre bac. Ça, je ne le referais pas. C'était pas nécessairement une bonne idée. Parce que démarrer après sa carrière, travailler dans une boîte comme ça, tu veux faire les bonnes choses, tu veux être à ton meilleur, mais faire des études en même temps, à temps partiel. Puis j'ai eu la brillante idée de vouloir des enfants jeunes. Fait que les enfants, l'école, le travail, c'était beaucoup en même temps, mais c'est pas grave. Ça a été, je suis passée au travers. Et puis, bien là, j'étais prête. J'étais prête pour le monde de la consultation. Excusez-moi, mon Dieu, ça a avancé. Bon, on va arrêter de toucher parce que... Donc, j'ai passé quelques années dans la consultation. Puis, en consultation en informatique, quand tu implantes des logiciels de gestion d'entreprise, mais ça te permet de voir toutes les différentes sections d'une entreprise, comment ça fonctionne, toutes sortes de types d'entreprises différents, de la production, du service. Donc, c'est super enrichissant. Puis à chaque fois que tu arrives pour implanter une solution, bien, tu as plein de nouvelles choses à apprendre en plus d'avoir à faire ton travail d'implanter. Donc, ça a été vraiment une école super le fun. J'ai adoré ça, faire ça. Puis c'est ce qui m'a vraiment outillée à être aujourd'hui puis faire ce que je fais aujourd'hui. Ça fait partie de ce qui était utile. Pendant ces années-là, bien, on essayait toujours, moi et mon chum, de se trouver quelque chose à démarrer parce qu'on voulait encore toujours être entrepreneur. Mais on gagnait bien notre vie. Quand tu gagnes bien ta vie, comment tu fais pour dire que tu laisses le salaire que tu fais de côté, qui est super bien, puis tu as des enfants, tu as déjà commencé, tu fais un petit peu les choses à l'envers. Là, puis là, bien, il faut que tu laisses de côté un petit peu ta sécurité financière pour te lancer dans le vide en entrepreneuriat. Toutes les idées qu'on avait, on était les meilleurs pour les démolir. On démolissait toutes nos idées nous-mêmes. C'est bon, partir ça, ouais, mais là, non, pas une bonne idée. OK. On a cherché, écoute, on a même essayé d'acheter, on a même pensé acheter des runs de bonbons, une compagnie qui importait des décorations de Noël haut de gamme, une compagnie qui fabriquait des blocs de pavés unis.
tout y a passé, on a tout considéré, puis il y en a certains là-dedans qu'on a même fait des offres acceptées, on s'est rendu en financement. Ça fonctionne. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas dans le prix de l'entreprise. Fait qu'on revenait, on négociait, ça accrochait, on abandonnait. Donc, on a vécu toutes sortes de choses pendant ces années-là. Mais on travaillait comme consultant à notre compte pour pouvoir ramasser notre argent, pour pouvoir être capable d'acheter, parce qu'on s'est rendu compte que créer à partir de zéro, c'était pas notre genre. On n'était pas, pas qu'on n'est pas créatif, mais comme je disais tantôt, on était les premiers à être bons pour démolir nos idées. Alors, créer quelque chose à partir de zéro, on s'est rendu compte que ce ne serait pas nous, que ce n'est pas par là que ça passerait, puis que ça passerait par acheter une entreprise. Décider d'acheter une entreprise, c'est beau, mais la trouver, c'est tout un défi. Comme je disais, on a essayé plein de choses, puis ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est ramassé à un certain bas de laine qui était là, prête à être capable de partir. Pour ramasser un bas de laine, il faut avoir fait beaucoup de sacrifices. Ça veut dire que tu as les sous pour t'acheter une voiture neuve, mais tu vas rouler dans une vieille voiture. Tu as des sous pour pouvoir dire, on va changer la maison, mais non, ton objectif, c'est d'acheter une entreprise, c'est pas de changer la maison, c'est pas de changer la voiture, c'est pas de... Donc, ça prenait quand même c'était un projet d'équipe, c'était un projet à deux qu'on s'était donné, dire, regarde, les deux, on veut économiser, puis c'est ça qu'on veut faire. On a fait ça pendant longtemps. Mais c'est correct, on n'avait jamais appris à dépenser beaucoup d'argent. Pour nous autres, c'était correct. C'est vivre en dessous de nos moyens pour pouvoir un jour réaliser notre rêve. Après ça, c'est présenté une aventure. J'étais consultante. Puis quelqu'un dans mon entourage qui avait déjà eu du succès, une entreprise qui a revendu à CGI, puis qui avait racheté une entreprise pour la redémarrer, une entreprise qui était en faillite pour la réanimer puis pouvoir être la base d'une autre aventure. Puis il m'avait appelé et m'avait dit, j'ai entendu dire que tu étais en 2 mandats, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît l'EDI, est-ce que tu connais ça? J'en avais déjà fait, j'avais déjà travaillé sur certains projets. En tant que consultant, des fois, on finit par toucher à tout. Fait que j'avais dit, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'être à mon compte, d'avoir une entreprise, puis redevenir salarié dans une entreprise, ce n'est pas dans mes objectifs. Là, il m'a offert des parts dans l'entreprise. Ah, là, on va commencer à se jaser. C'est intéressant. J'ai commencé à écouter son aventure, voir ce qu'il avait à offrir. Puis je me suis dit que c'était peut-être ça la meilleure solution. Fait que j'ai accepté. Je me suis joint à cette équipe-là. On était 9. J'allais l'aider comme gestionnaire de projet, ramasser toute l'équipe d'implantation de solutions, développement de la solution, etc. Pour moi, je ne voyais pas grand-chose de stressant là-dedans. Je trouvais que c'était quelque chose que j'étais très à l'aise de relever comme défi. Mais 3 semaines après, la personne qui s'occupe de la comptabilité est partie. Puis là, 9 ressources, 9 employés. Quand j'ai ouvert les chiffres, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment les moyens d'engager quelqu'un pour s'en occuper. Fait que c'est Bibi qui l'a fait. Fait que je me suis occupée de la comptabilité. Mais après ça, notre président avait des ambitions de faire d'autres acquisitions. Il a fallu travailler des flux de trésorerie et des choses comme ça. C'est là que je me suis rendu compte que finalement, mon DEP en comptabilité, c'est peut-être pas un DEC ni un bac, mais ça m'a servi en tabarouette. Au moins, je savais par quel bout prendre la comptabilité, mais je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais rien fait. Donc, rapport TPS, TVQ, des retenues à la source, j'en avais vu dans mes cours, mais je n'en avais jamais fait. Donc, il a fallu tout ramasser ça. Puis comme ça relevait d'une faillite, puis il y avait plein de choses qui n'étaient pas faites comme il faut, pas d'inscription à la CSST, toutes sortes de choses comme ça. Il a fallu que j'apprenne à gérer les crédits d'impôt, recherche et développement, CDAE, parce que c'est une compagnie de technologie. Donc, ça m'en faisait pas mal large à faire en même temps que j'avais à apprendre à gérer une équipe, puisque je n'en avais jamais géré avant. Donc, je gérais mon équipe de technologie et d'implantation de solutions. Je m'occupais de la comptabilité, la croissance d'entreprise. Notre président était ambitieux, il fonçait. 9 mois plus tard, on achète une entreprise. On est 9, ils sont 35. Puis c'est moi qui s'occupe de la comptabilité, c'est moi qui s'occupe de gérer tout. J'ai aussi eu à me lancer dans faire tout ça parce que la personne, le président que j'avais, s'appuyait sur moi pour toutes ces choses-là. Lui, c'était celui qui avait les idées puis qui poussait la machine, puis c'est moi qui pédalais pour réaliser ces projets-là.
Fait que j'ai appris à bâtir un flux de trésorerie. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai appris à faire ça. J'ai appris à rencontrer des financiers, comprendre comment on monte un financement, comment on soumet des projets. Puis entendre aussi le discours du président, pour moi, c'était des choses. Des fois, je disais, mais mon Dieu, il rêve en couleur, ça n'arrivera jamais. Ça arrive. Wow! Pour moi, ça a été quelque chose que je n'aurais jamais pu penser comment ça fonctionnait, les acquisitions, puis qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir en faire. Pour moi, ça avait été révélateur. Donc, cette expérience-là, ça a duré 6 ans. Les 3 premières années, je m'occupais pas mal de tout ce qui était corporatif, en plus de mon équipe toujours. Puis, à un moment donné, il y a une des acquisitions qu'on a fait où il y avait une équipe vraiment financière en place. Puis, thank God, ils ont pu prendre la relève puis ramasser ce morceau-là. Puis moi, j'ai pu retourner vraiment à la gestion de mon équipe qui grossissait aussi, puis qui prenait de l'ampleur, puis qui allait super bien. Donc, sur ces 6 années-là, bien, ça a été vraiment l'apprentissage du monde des acquisitions. Quoi faire, quoi pas faire, qu'est-ce qui a bien été, 6 transitions d'entreprise, lesquelles ont bien été. Je n'ai pas été impliquée sur les 6 de A à Z partout, mais j'étais quand même capable de voir où est-ce qu'il y avait des choses qui accrochaient, puis lesquelles allaient le mieux, pourquoi ils allaient bien, puis ceux qui accrochaient, bien, pourquoi ils avaient accroché. Donc, pour moi, ça faisait partie de ce que je trouvais important d'apprendre. Puis pour moi, j'ai pris ça, puis j'ai mis ça dans mes bagages, puis je disais, c'est pas toujours facile à tous les jours, mais je disais, regarde, c'est des choses que je vais ramasser, puis on va m'appartenir après pour toujours, puis personne ne va pouvoir m'enlever ça. C'est comme aller à l'école, c'est comme, tu sais, ce qu'on apprend, ça nous appartient, on peut perdre plein de choses dans la vie, mais pas ça. Ça, c'est des connaissances, on ne les perdra jamais. Alors, au bout de 6 ans, mon équipe a été vendue, donc la division dont je m'occupais a été vendue. Alors, ça a été le temps pour moi de passer à une autre étape, de dire, bien, écoute, là, qu'est-ce que je fais? Je reste ici, puis je continue, puis dans le fond, j'ai fait le tour de la question, où je reviens, avant d'arriver ici, c'était quoi mon objectif? Mon objectif, c'était d'avoir mon entreprise. C'était que c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Il y a plusieurs acquisitions avec lesquelles je n'étais pas nécessairement d'accord, qui ont eu lieu quand même. Là, je me disais, bien là, c'est moi qui va décider. On la fait pas, puis... j'ai décidé de partir et de dire, bien, je vais me trouver mon entreprise à moi. Je vais faire mes projets à moi. Ah oui, j'ai oublié. 2 ans avant ça, avant que je parte, on a vécu, je l'ai tendance à l'oublier parce que c'est pas moi qui s'en occupe, c'est mon chum. Avec notre bas de laine, on a utilisé une portion de notre bas de laine, puis mon chum a fait son acquisition à lui en premier. C'était lui le premier à pouvoir réaliser le projet. Donc, lui, il a acheté une entreprise qui s'appelle Contrôle Industriel CTH, qui n'est pas du tout dans le domaine, lui aussi est en technologie, qui n'était pas du tout dans le domaine où lui étudiait, mais il s'est lancé quand même. Fait qu'il a appris sur l'instrumentation, il a appris sur prendre un nouveau domaine d'affaires complètement. Et puis, ça n'a pas été facile. Ça a bien été, par ce travers, il y a encore l'entreprise aujourd'hui. Mais ça m'a fait comprendre que j'avais décidé à ce moment-là que je vais rester en technologie. Comme je vous ai dit, j'ai essayé plein d'affaires, on a essayé de regarder plein de types d'entreprises. Mais la morale de l'histoire, là, après les 6 ans, puis après l'aventure de Donald, mon conjoint, bien, ça a été de dire je vais rester en technologie. Ça, c'est ce que je savais. Le plus difficile, c'est de trouver laquelle acheter. Donc, avant, je cherchais c'était quoi, ça pouvait être n'importe quoi, mais là, au moins, j'avais réussi à rétrécir la sélection, de dire, bien là, c'est en technologie. Est-ce qu'on choisit, est-ce que j'allais en Microsoft, Salesforce, en implantation d'ERP, en développement de produits, en plateforme web? C'est vraiment vaste, la technologie. Je ne savais pas trop. Honnêtement, ça pouvait être n'importe quoi là-dedans. Puis de toute façon, c'est pas comme si on allait au magasin et on allait chercher une paire de pantalons. Là. Il n'y en a pas 10 modèles. Il y a ce sur quoi tu tombes à vendre. Il n'y a comme pas beaucoup de choix. Donc, identifier la cible, pour moi, pour faire des transactions, pour faire des acquisitions, c'est ce qui est le plus difficile. C'est de trouver le bon fit, trouver la bonne entreprise, puis de s'assurer après qu'il y a un fit maintenant avec nous. Fait que tu as beau vouloir dire, bien oui, je suis prête, je veux faire une acquisition, mais il faut d'abord la trouver. Moi, je l'ai trouvée un petit peu par accident. C'est quelqu'un qui savait que je cherchais ça, qui me l'a envoyé, que pour lui, ça ne pouvait pas fonctionner.
de par le type d'entreprise qu'il y avait. Ça ne pouvait pas être un fit. Alors, moi, j'ai saisi l'occasion. On a eu des discussions quand même pendant une certaine période de temps. Ça aussi, c'est une étape qui n'est pas simple, négocier, parce que chacun a la valeur et ses limites de ce qu'il est prêt à payer. Puis celui qui vend, lui, il sait qu'est-ce qu'il a besoin pour vendre. Alors, l'étape de la négociation, ça a pris du temps. Ça nous a pris un bon 3 mois. Par exemple, pour la transaction Nubic, ça a pris un bon 3 mois. Après ça, bien, l'étape suivante, c'est de s'entendre sur une lettre d'intention. Probablement, vous savez déjà tout ça. S'entendre sur une lettre d'intention, ce qui va être le prélude à un contrat éventuellement. Ça, c'est pas trop difficile. Effectuer la vérification diligente, ça, c'est le bout plate. Le bout pas le fun, pas intéressant. C'est ouvrir le capot de la voiture puis aller voir ce qu'il y a dedans. Puis le défi, c'est que tu peux bien aller voir ce qu'il y a dedans, mais on va te montrer ce qu'on veut bien te montrer. Tu ne peux pas dire que tu vas commencer à aller parler à tous les clients, tu ne peux pas aller parler aux employés, tu as un tas de limites de ce que tu peux faire pour vérifier ou pour t'assurer de la qualité des informations qu'on t'a données. Donc, c'est travailler un petit peu dans le noir. Moi, je trouve ça difficile. C'est ça. C'est pas ma période, c'est pas ma section la plus agréable. Ensuite, bien, pendant la vérification, des fois, on va découvrir des choses, on va avoir besoin de retourner négocier ou clarifier des choses. Souvent, on retourne négocier. Et vient l'étape que là, moi, j'aime vraiment. Là, c'est débuter les démarches de financement, rencontrer des gens, parler de son projet. Puis à chaque personne à qui tu parles de ton projet, bien, ça s'éclaircit dans ta tête. Ça devient plus clair. Même pour toi. Tu sais, toi, tu penses que tu vois le projet d'une telle façon, mais à force de raconter ton histoire à chacune des personnes, ça devient plus clair. Puis toi, tu réussis même à te convaincre que non, hey, ça va bien marcher, ça va être hot. Mais tu te convaincs toi-même. Ce qui n'est pas mauvais. On a besoin d'y croire, puis on a besoin de savoir que ça va marcher. Ensuite, s'entendre sur le contrat final, qui n'est pas facile. On a beau avoir signé un prélude, mais là, c'est tombé dans toutes les... Ça aussi, c'est une section que je déteste, parce que je ne suis pas très détail, puis là, c'est le temps d'être vraiment très détail. Chaque virgule, chaque ligne, chaque paragraphe compte. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas ce que j'adore. Mais c'est une étape super importante. Après, la signature et ce qui vient vraiment le fun, une fois que c'est fait, puis la période d'achat est terminée, bien, c'est annoncer la transaction et vraiment rentrer dans l'entreprise. Avec Nubic, annoncer la transaction, c'était un défi. Parce que Nubic, c'est une entreprise qui est 100% en télétravail. Donc, il n'y a pas de bureau. Il n'y avait aucun bureau. Quand tu allais voir les financiers et dire, bien, j'ai besoin de financement pour acheter cette entreprise-là. Oui, elle est où? Bien, elle est partout et nulle part à la fois. OK, mais c'est quoi? Bien, déjà, les banquiers trouvent que des entreprises en technologie, surtout en service, c'est un paquet d'air. Imaginez quand il n'y a même pas de bureau. Il n'y a pas de table, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. C'était pas facile. Il a vraiment fallu qu'on convainque les gens que non, c'est une vraie entreprise. C'est pas juste un regroupement de consultants qui travaillent, c'est une équipe qui travaille ensemble, qui interagit, des chargés de projet, donc un sentiment d'appartenance. Ça a été super difficile. Mais quand tu embarques aussi comme gestionnaire d'une entreprise comme ça, honnêtement, moi, je n'avais pas vu ça venir. Tu ne sais pas où te garrocher. Tu ne sais pas par où commencer puis par où le prendre. En partant, l'annonce de la transaction, normalement, tu réunis tout le monde dans une salle, on annonce la transaction, on gère le message. C'est pas compliqué. Comment on fait ça dans une entreprise où tout le monde travaille de la maison? On les arrête tous de faire ce qu'ils font, on loue une salle d'hôtel quelque part, on les rassemble là, puis là, ils vont se poser des questions pendant je ne sais pas combien de temps, dire mais pourquoi ils nous rassemblent? Puis là, ils vont s'inquiéter, ils disent bien, OK, non, c'est pas une bonne idée. Parfait. Bien là, on a décidé d'y aller un à un. Au moins, les gens n'ont pas trop le temps de s'inquiéter puis d'anticiper des choses plus pires que ce qui est la réalité. C'est comme ça qu'on l'a fait. On était 40 employés, 38 employés à l'époque.
ben, 38 personnes, essayer de faire ça toutes dans la même journée aussi, parce que là, pourquoi toi, tu étais rencontré aujourd'hui, pourquoi moi, c'est demain, je ne comprends pas. Puis là, tout le monde le sait, de toute façon, quand tu arrives pour venir, ben, je suis présentée à la personne. Ah, ben oui, je le savais, tel me l'a dit. C'est pas, ça, là-dessus, c'est pas facile. Après, ben, c'est survivre à l'intégration. Pour moi, ça a été super difficile parce que, comme je disais, c'est une entreprise en télétravail. On a beau avoir des bureaux virtuels où on se rassemble tous. Je vais en parler un petit peu plus tard, là, où je peux voir qui discute avec qui. J'avais vraiment l'impression que je ne savais pas ce qui se passe. Les gens qui se parlent, mettons 2 personnes dans le même bureau qui se parlent, qu'est-ce qu'ils disent? De quoi ils parlent? OK, je cogne-tu pour essayer de voir ou « Ah non, je ne peux pas. OK, mais là, je veux bien aller parler aux gens, mais pour leur dire quoi? Il faut que j'aie une question. Donc, la façon dont ça fonctionne, quand tu vas voir quelqu'un, ce n'est pas juste pour dire « Hey, bonjour, comment ça va? » Non, parce que là, je viens d'ouvrir un appel conférence, un dialogue. Habituellement, je dois avoir quelque chose, une question. Je trouvais ça difficile d'essayer d'organiser. Chaque discussion doit être organisée plutôt que d'être spontanée. Puis moi, je suis quelqu'un de très, très spontané. Je ne suis pas extrêmement organisée. Je ne suis pas très... je suis dans l'improvisation beaucoup. Puis, fait que ça a été super difficile pour moi. Puis super difficile de créer aussi un climat de travail. Je suis une people person. J'aime ça aller manger avec les gens, aller dîner, parler devant la machine à café. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Ah, qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine? Puis le lundi, on en reparle. Pour moi, ça, c'est important, mais c'est des choses qui n'existent pas beaucoup chez Nubic. Donc, qui existent, mais que moi, quand je suis arrivée, je ne le sentais pas. Puis je ne le voyais pas, c'est où les gens ils disaient ces choses-là. Difficile aussi parce que, j'ai passé trop vite, mais parce que, comme je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, je n'avais jamais été présidente d'une entreprise, puis je n'avais surtout pas non plus d'une entreprise de 38 employés d'un seul coup. Je ne connaissais pas l'écosystème Salesforce. Je ne connaissais pas le détail de ce que l'entreprise faisait. Puis là, bien, du jour au lendemain, j'arrive. L'ancien président est là, mais il va passer quand même assez vite. 3-4 semaines après, il était parti. Puis, j'apprends à travailler avec les gens qui... j'avais quelqu'un aux opérations, puis quelqu'un aux ventes, puis j'apprends à travailler avec eux. Je ne les connais pas. On me dit comment ils étaient, on me les a décrits, on m'a décrit toutes leurs forces. Je les connais théoriquement, mais en personne, je ne les connais pas tellement. Je ne sais pas encore c'est quoi leur dynamique d'équipe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis là, j'arrive, puis je leur donne des plus grandes responsabilités, parce que moi, je le sais que là, en ce moment, ils connaissent l'entreprise mieux que moi. Fait que je leur ai donné des plus grandes responsabilités. Ils ne connaissent pas mon style de leadership. Ils ne savent pas trop où se garrocher. Puis moi, j'aime travailler avec des gens autonomes. Donc, je les ai traités comme des gens autonomes. J'ai pris pour acquis qu'ils étaient autonomes. Bref, je leur ai mis les choses très lourdes sur leurs épaules. Probablement qu'ils n'ont pas vécu leur plus belle année des 3 dernières années. Ça, c'est certain. Ça a été probablement très stressant pour eux. Parce que moi, j'étais appuyée sur eux, mais sans nécessairement être en mesure de pouvoir communiquer ce que je m'attendais d'eux, clairement. Parce qu'honnêtement, je ne savais même pas quoi attendre de moi. Alors, encore moins être capable de leur dire exactement, bon, voici, aujourd'hui, ce serait différent, mais il y a 3 ans, voici ce que je m'attends de toi, voici comment on va fonctionner. Je n'étais pas capable de faire ça à cette époque-là. Je n'étais pas rendue là. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile. Les choses ne se passeraient pas de la même manière. Ceci dit, ça s'est très bien passé. C'était une équipe vraiment extraordinaire. Donc, la transition a bien été. On n'a pas perdu d'employés. C'est toujours ça le danger des entreprises de services. Quand il y a une acquisition, c'est de perdre des joueurs puis d'avoir à vivre un impact sur l'entreprise. Ça n'a pas été le cas. Donc, ça n'a pas été si pire que ça. Ça a été difficile pour moi personnellement, mais au niveau de l'entreprise, ça a quand même vraiment très bien été. Donc, qu'est-ce que fait Nubic? J'en ai parlé un petit peu. On fait de l'implantation de solutions d'entreprise. Donc, on implante des solutions de CRM. À l'époque, c'était seulement CRM. Maintenant, on implante des solutions de CRM et aussi ERP. Donc, on est capable d'implanter des solutions, par exemple, pour automatiser le marketing, pour gérer l'approvisionnement, gérer la gestion du transport, gestion d'une équipe de service, gestion d'une équipe de service sur la route, gestion financière, comptabilité, tout ça. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on a ajoutées à l'offre de service Nubic avec le temps.
Donc, dans le fond, l'entreprise, en 3 ans, s'est complètement transformée, tant au niveau des ressources. Donc, tout le monde a grandi. Normal, on est tous là pour ça. Tout le monde a grandi, mais à différents niveaux. Puis, on a démarré des nouvelles pratiques. Comme je disais tantôt, c'est une entreprise où 100% tout le monde travaille de la maison. Toutefois, on a ouvert un bureau. C'est un bureau, il faut le dire vite, là. C'est une salle de travail. Ça ressemble un peu à ici, là, une grande salle de conférence, des postes de travail avec des écrans pour pouvoir venir t'installer puis pouvoir travailler. Mais honnêtement, il n'y a pas grand monde qui y va. C'est pas mal toujours vide. Peut-être une fois par semaine, moi, j'y vais, je ramasse les chèques. Mais il n'y a pas grand monde là. C'est normal. On est tous plus productifs à travailler de la maison. Puis je vais vous en parler un petit peu de comment Nubic est capable de fonctionner avec un mode de télétravail à 100%. Donc, le style de gestion, puis je ne peux pas dire que je l'ai choisi, là. Ça ne se choisit pas, je pense, un style de gestion. Je ne pense pas qu'on peut choisir notre style de leadership. On peut l'influencer, on peut l'améliorer, on peut travailler dessus. Mais je ne pourrais pas demain matin devenir quelqu'un de très autoritaire puis de très dictateur. Ça ne marcherait pas, je ne serais pas crédible. Ce n'est pas du tout moi. Alors, moi, mon style de gestion, c'est vraiment basé sur l'autonomie. Puis c'est vraiment ça. C'est fun parce que ça l'a vraiment bien fité avec l'équipe qui était en place chez Nubic. Le fit des cultures a vraiment été génial. Tout fitait. Donc, basé sur l'autonomie, la confiance, l'écoute. On n'a pas le choix. On ne se voit pas. Donc, on est obligé de prendre soin un peu plus l'un de l'autre puis d'être vigilant sur certains signes. C'est vraiment propulsé par les idées et non pas les hiérarchies. Ça veut dire qu'une idée, pour moi, n'est jamais bonne tant qu'elle n'a pas passé des tests puis qu'elle n'a pas été vraiment améliorée par d'autres membres de l'équipe pour la faire grandir. Donc, même moi, si j'ai la meilleure idée au monde, je ne suis pas prête à la mettre en place tout de suite parce que je pense qu'elle a besoin d'être retravaillée puis de passer les autres, mais c'est la même chose. Donc, tout le monde, on est ouvert aux opinions de tout le monde. Les idées de tout le monde sont importantes. C'est pas parce que c'est la mienne que c'est la meilleure. Encore, pas sûr que les miennes, c'est les meilleures tout le temps. Une chose aussi que j'aime chez Nubic, c'est que les gestionnaires ne sont pas là pour dire aux gens quoi faire. Ils sont là pour s'assurer que les gens qui ont un travail à faire ont tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, ils sont plus là au service des gens plutôt que d'attendre quelque chose en retour. Donc, c'est nous qui devons apporter ce que les gens ont besoin autour. Puis c'est centré sur les objectifs, et non pas sur les objectifs et les résultats. Ça veut dire que moi, historiquement, quand j'arrivais au bureau, avant Nubic, moi, je m'assurais que tout le monde était arrivé, les gens sont arrivés à l'heure, sont partis à peu près. J'avais des horaires flexibles, mais je m'inquiétais un petit peu de savoir combien de temps il était là, puis ce qu'il avait fait, oui, mais ça, je faisais confiance. Mais je ne gérais peut-être pas assez ça. Je n'avais pas assez mis des métriques. Je me fiais sur, je les ai vus, ils travaillent, c'est bon, correct, mais ça ne veut rien dire. C'est un faux sentiment de sécurité et de devoir accompli que j'avais que de me fier qu'ils sont là, ils ont travaillé. Ça n'a rien à voir. On peut faire plein de choses, on peut avoir la tête ailleurs. Puis c'est correct de l'avoir de temps en temps, des fois, la tête ailleurs, ça m'arrive aussi. Mais est-ce qu'à la fin de la semaine, ça a donné les résultats qu'on aurait voulu? Bien, c'est ça qui est important. Ce n'est pas à l'heure, à la minute, proche, qu'est-ce que tu as fait comme rendement. Le style de gestion un peu détaillé plus haut, bien, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça encourage les gens à donner plus, à s'impliquer dans l'entreprise. Donc, ça crée un leadership participatif, puis ça fait ressortir le leadership de tout le monde, plus que quand on dit, bien, regarde, fais ce qu'on te dit, ou fais ta petite affaire, puis va-t'en à la maison à la fin de la journée. Donc, c'est vraiment une roue qui tourne, puis c'est de partir la roue, puis après, c'est incroyable les résultats qu'on peut avoir. Donc, aussi, le succès de l'entreprise, bien, c'est le succès de chaque employé individuellement. Si nos employés ont du succès, si nos gens, nos consultants ont du succès, bien, l'entreprise va avoir du succès. Ça ne se peut pas que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut miser sur ce succès-là. Il faut leur donner ce qu'ils ont besoin, d'où un peu la roue qui tourne quand je disais, bien, si je les aide à avoir du succès, Nubic va avoir du succès, puis là, bien, je vais pouvoir avoir encore plus de moyens pour les aider à avoir du succès, puis ça va revenir encore plus, puis
Ça va créer une belle magie. Donc, en télétravail, les gestionnaires, leur rôle, puis je dis en télétravail, puis honnêtement, c'est ce qui devrait être pour toutes les entreprises. Le rôle d'un gestionnaire n'est pas supposé être un gardien de la conformité, gardien de la productivité puis du temps. Tu es supposé être un mentor, tu es supposé être un coach, tu es supposé être un agent mobilisateur, tu es supposé être quelqu'un qui motive les gens à se dépasser puis à avancer. Puis ça, que ce soit une entreprise en télétravail ou pas. Mais en télétravail, on dirait que ça met en évidence ce qu'il ne faut pas faire, puis ce qu'il faut faire. Alors, ce n'est pas nécessairement un conseil pour le télétravail. Les facteurs de succès du télétravail, puis ça, j'ai eu beaucoup à en parler dans les dernières semaines. Il y a plein de choses qui font que ça fonctionne chez Nubic. Puis, on a eu à se concentrer là-dessus dans les derniers mois, à savoir, mais c'est quoi les facteurs? Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on se fait demander, mais je veux des conseils, là, aidez-moi. Moi, j'aimerais bien ça, faire passer mon entreprise, de travailler dans des bureaux en s'en allant en télétravail. Mais quand on veut pouvoir aider les gens, il faut qu'on comprenne pourquoi ça fonctionne à la base, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, en partant de l'embauche des personnalités, la communication, avoir des bons KPI, je vais en reparler un petit peu, puis surtout des bons outils de communication. Aussi des valeurs. Mais ça ne se décide pas. Quelle valeur? Tu sais, moi, je fonde une entreprise demain matin. Est-ce que je vais pouvoir décider quelle valeur va avoir mon entreprise? Oui, tu as un effet, mais c'est comme quand tu as des enfants. Est-ce que tu peux décider ça va être quoi les valeurs de tes enfants? Non, il va falloir que tu définisses c'est quoi tes valeurs à toi, puis tes valeurs à toi vont transcender dans l'entreprise. Ça va se faire tout seul. Ce n'est pas une décision que tu as à prendre, mais c'est une manière d'être. Donc, chez Nubic, ce qui est le fun, c'est que ce qui ressort puis de façon naturelle, c'est la collaboration, l'importance de la famille, la créativité, la confiance, l'entraide. Puis ça, bien, ça va évoluer avec le temps. Puis comment ça se fait que ça va évoluer? C'est que les gens qui vont travailler au sein de l'entreprise vont changer, vont évoluer. Puis c'est ça qui va créer Nubic. Mais à chaque année, c'est possible que ce set de valeurs-là ne soit pas le même d'une année à l'autre. Puis on se fait un devoir de le revalider. On est dû d'ailleurs. On se fait un devoir de le revalider à chaque année pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça veut dire que, oh mon Dieu, ça a changé, c'est pas bon? Non, c'est le contraire. Ça a évolué. Parfait. C'est quoi? Puis pourquoi on a évolué dans ce sens-là? Pourquoi c'est différent? L'embauche des bonnes personnalités, nous, on travaille beaucoup avec les tests psychométriques. L'objectif, n'est pas nécessairement de dire pourquoi on ne veut pas prendre quelqu'un ou pourquoi on ne voudrait pas engager une personne en particulier, mais c'est plutôt de voir est-ce qu'elle va bien fitter, est-ce que ça va bien fonctionner, le télétravail, pour cette personne-là. Est-ce que son modèle de personnalité va faire en sorte que ça va mettre en valeur ce dans quoi elle est bonne ou c'est le contraire, ça va la rendre insécure, ce qui fait qu'elle ne sera pas capable d'avoir un bon rendement puis de pouvoir se développer puis s'épanouir. Puis l'autre chose, bien, c'est que de la technique, ça s'apprend. Mais changer des traits de personnalité, ça, c'est pas mal plus difficile. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien, puisqu'on essaie de valider dans les tests psychométriques, c'est les autonomes. On essaie de repérer les gens, on veut s'assurer que les gens sont autonomes, collaboratifs. Des lone wolf en télétravail, ça ne marche pas super bien. On aime les conceptuels, ceux qui n'ont pas peur de relever des défis. Les gens souvent centrés sur les résultats. Ce qui fonctionne, bien, je ne dis pas qu'il ne fonctionne pas, parce que moi, j'ai beaucoup de choses là-dedans. Mais les extravertis, bien, c'est écrit les extravertis à risque, là, mais en tout cas, les introvertis, c'est pas mal à risque, parce qu'ils sont pas mal dans leur petit coin, puis il faut vraiment qu'on s'assure qu'on les amène avec nous, puis qu'on s'en occupe. Les anxieux, les spontanés, moi, je suis une spontanée, je ne suis pas très organisée. Mais si je suis spontanée, mais axée sur les résultats, ça va bien aller. Parce que je vais être drivée par finir un travail, livrer la marchandise. Donc, même si je suis un petit peu moins organisée, je vais arriver à mes fins quand même. C'est le genre de choses qu'on regarde. Les orgueilleux, ceux qui ont besoin de sécurité, ceux qui ont besoin d'être rassurés souvent, c'est plus à risque. Parce que des fois, quand ils vont avoir besoin d'être rassurés, on ne le détectera peut-être pas. On ne le verra peut-être pas, puis on ne pourra pas apporter de l'aide à cette personne-là.
Ensuite, les indicateurs de performance. Dans un mode service où on livre, des heures, dans le fond, où ce qu'on vend, c'est des heures, bien, c'est facile de mesurer la performance, c'est facile de mesurer ce qui est fait, la quantité de travail par les heures facturées. Quand c'est plus tranquille, est-ce que ça veut dire que là, la personne, ça va devenir moins intéressant? Non, c'est le contraire. Les heures où les gens ne sont pas en mandat chez les clients, bien, doivent travailler le plus possible sur des heures qui donnent la valeur à l'entreprise. Puis ça peut être de la formation pour eux-mêmes, passer des certifications. Puis ça, c'est bon pour eux, puis c'est bon pour l'entreprise aussi. Donc, on calcule ça, nous, dans nos heures créditées. Donc, ça fait partie du travail productif pour nous. Ça, c'est moins intéressant. Mais sinon, satisfaction clientèle. De plus en plus, vous faites affaire avec un service, puis par exemple, vous parlez au téléphone, vous raccrochez. 2 heures plus tard, vous recevez un appel. Oui, est-ce que ça a bien été votre discussion avec tel employé? Bien, c'est pas nous, de toute façon, mais vous appelez Vidéotron, vous appelez Bell ou quelque chose comme ça, vous allez avoir beaucoup de sondages, mais c'est important. Nous, on le fait aussi. On le fait aussi. Puis les réponses à ça, bien, ça fait partie de ce qu'on évalue chez nos gens. Les heures considérées perdues, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les write-offs. Les heures qu'on a travaillées, mais je suis en apprentissage, je suis en formation, bien, ça, on va les retrancher, mais ça, on le calcule. Tu peux faire ça, pas de problème. Est-ce que tu peux avoir toujours 20 de tes projets qui débordent? Bien là, ça devient un indicateur. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va essayer de trouver pourquoi ça déborde. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez facturés aux clients? Est-ce que c'est parce que tu es un petit peu insécure, tu vas toujours vouloir te survalider? C'est possible, mais on va essayer de voir qu'est-ce qui est le problème pour essayer de l'adresser. La communication, les rencontres. Étant donné qu'on est à distance, on est obligé de se rencontrer pas mal plus souvent puis de façon organisée. Ça veut dire qu'à chaque journée, à chaque semaine, je vais avoir un one-on-one avec tous ceux avec qui je travaille. Si moi, par exemple, je suis un consultant, bien, je vais avoir un one-on-one avec mon patron à chaque début de semaine, puis on va discuter de comment ça va, c'est quoi mes priorités de la semaine, où est-ce qu'ils sont mes enjeux et tout ça. Alors, je vais passer vite. Beaucoup les communications mensuelles. À chaque mois, tu rencontres ton superviseur. On fait à tous les 3 mois un rassemblement de tous les employés Nubic pour faire du team building, pour se voir. La chose, le fun, c'est que la plupart du temps, les gens sont contents de se voir. Comme on ne se voit pas, on n'a pas le temps de se taper sur les nerfs. Fait qu'on est toujours super content de se voir, ce qui est vraiment différent de mon ancienne vie. Je vais passer un peu vite. Mes conseils. Ne pas avoir peur d'investir dans des outils de gestion. On parle souvent de transformation numérique ces jours-ci, mais ça, c'est dans le sens où tu as une entreprise qui existe déjà et qui doit se transformer pour... Mais quand on démarre, c'est aussi important de choisir les bons outils qui vont être capables de nous suivre partout où on va aller dans notre vision d'entreprise. Apprendre à bien vous connaître, comprendre comment notre courage fonctionne. C'est de l'inconscience ou du courage? Puis la différence pour moi, bien, le courage, c'est je connais les risques, puis j'y vais quand même. L'inconscience, c'est que je n'ai même pas regardé c'était quoi les risques, puis je me lance dans le vide. Alors, savoir est où la limite, des fois, c'est pas facile. Oser se faire confiance, oser faire confiance aux gens, admettre ses torts. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on a de la misère à admettre qu'on n'a pas raison, puis on n'a souvent pas raison. Puis je pense que c'est le fun pour les gens autour de nous de savoir qu'on est capable de les admettre nos torts autant qu'eux. Ajuster nos objectifs selon les opportunités qui se présentent. Des fois, je veux aller au point B, mais peut-être que c'est bon que je passe par plein d'autres endroits parce que j'ai eu des opportunités, puis peut-être que de me rendre au point B, ce n'était pas nécessairement la meilleure idée. Mais des fois, à rester entêté, on manque des belles opportunités. Si j'étais restée entêtée, je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Apprendre à déléguer. Ne pas avoir peur de s'entourer de gens meilleurs que soi, ça tout le monde le dit, on le sait tous, mais des fois c'est un peu épeurant, surtout en début de carrière, c'est plus épeurant. Aujourd'hui, je suis fière de dire que chaque personne chez Nubic est meilleure que moi dans ce qu'ils ont à faire. Alors, puis je suis vraiment fière de ça. Faire des erreurs, ça permet de grandir, il ne faut pas avoir peur de les faire, il faut juste mesurer les impacts, essayer de les mesurer d'avance. Si jamais on se trompe, c'est quoi les impacts?
Accorder au client l'importance qui lui revient. Si nous, on trouve le client important, le client va être important pour nos employés. Et puis, ça, on parle toujours de ce temps-ci de mettre le client au centre de ces opérations, mais on dirait que les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne veut pas juste dire d'avoir un CRM puis que le client est dans le centre des données. Trouver votre élément différenciateur. Souvent, on n'a pas tendance à vouloir le trouver. On se dit, ben oui, mais le marché est là, regarde, ça roule bien, pourquoi je chercherais ça? Puis ça, c'est quelqu'un chez Nubic qui est venu nous rejoindre, qui nous a forcé à dire, non, il faut qu'on le trouve, C'est quoi notre élément différenciateur? Il avait raison, il fallait le faire. Et j'en suis contente. Vous intéressez aux finances de l'entreprise. Trop rares sont les entrepreneurs qui ne savent pas combien ils ont d'argent à la banque ou combien ils sont capables de passer de mois plus difficiles sans avoir à prendre des actions puis que ce soit prévu d'avance, puis de prévoir un cash flow. Pour moi, c'est super important. Je suis très proche des finances. Je pense que c'est par habitude, mais je trouve que c'est souvent trop négligé par les entrepreneurs. Ne pas avoir peur d'improviser. Parce que des fois, c'est quand on improvise qu'il va y avoir les meilleures idées. Des fois, quand on n'est pas trop préparé à quelque chose, bien, c'est là qu'on va être plus créatif. Puis surtout, bien, avoir du plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir avec l'équipe avec qui je travaille. Si ce n'était pas le cas, bien, j'aurais déjà revendu, puis je serais déjà partie faire une autre aventure. C'est ça. Question? Excellent, merci beaucoup. On a beaucoup de questions qui est arrivée avec ceux qui nous écoutent en web diffusion. Donc, pour la première fois, je vais commencer par eux autres, puis après ça, je vais offrir aux gens dans la salle de poser des questions. Donc, la première question nous vient de Jean-Marcel Côté. Il dit « Pourriez-vous nous parler de l'impact du télétravail sur les évaluations annuelles des employés? Comment les évaluer, les erreurs à éviter? » Bien, de la même façon. C'est de la même façon. Parce que quand tu as les bons KPI, tu n'as pas besoin d'attendre à la fin de l'année pour évaluer quelqu'un. Puis j'aime pas ça, l'idée d'évaluer. C'est pas de temps évaluer. Moi, je trouve que ça, c'est un point où on s'assoit, on fait le point, on s'oblige à discuter, de faire une rétrospective sur notre année. Mais c'est pas une fois par année qu'on doit se dire, bon, ben on va essayer de penser à comment ça a été ton année. Non, ça, c'est, comme je disais, à chaque mois, j'ai passé vite, mais à chaque mois, on a une rencontre où on se pose ces questions-là, on regarde où est-ce qu'on s'en va. Pour moi, je n'appelle pas ça une évaluation, mais je trouve que c'est une réévaluation de la situation où on est en ce moment puis où est-ce qu'on veut aller dans la prochaine année. Excellent, merci. Dans la salle, il y a une question. Oui? Oui, moi, je voulais savoir, au niveau de la logistique de tout ça, comment est-ce que c'est réparti au niveau du travail de tout et à chacun, mettons, là? Oui, je vais répéter la question. Donc, au niveau de la logistique de tout ça, comment que le travail est réparti, sachant qu'on est toujours d'un bureau virtuel? C'est ça. Bien, encore là, je vais être plate. Un peu de la même façon. C'est pas parce qu'on ne se voit pas. Puis c'est là, quand on se fait priver de quelque chose, ça nous oblige à se poser des questions. Comme je disais, j'ai été obligée de disséquer la chose. Puis c'est pareil. C'est pas parce qu'on ne s'est pas vu ou qu'on ne se voit pas, qu'on ne se croise pas, ou je ne suis pas passée devant ton bureau puis que je ne t'ai pas vu du coin de l'œil, que tu n'es pas là. Alors, c'est la même façon. On a des directeurs de projet, un bureau de projet, des pratiques d'affaires avec les analystes d'affaires, les développeurs. Donc, ça fonctionne de la même façon qu'un projet normal, avec des équipes, avec des rencontres prévues. La différence, c'est, par exemple, si je veux discuter, il faudrait que je parle, par exemple, à Alexandre de telle chose, bien, au lieu d'aller le déranger dans son bureau et dire « Hey, il faut que je te parle de… » Bien, je vais peut-être faire un petit meeting d'une demi-heure, 15 minutes, je vais aller voir dans son agenda, puis je vais établir la rencontre, puis là, lui, il va savoir que, tantôt à 2 heures, Cathy veut me parler de ça, puis on va le faire. Plutôt que de… C'est pour ça que la productivité, honnêtement, c'est super bien, parce qu'on arrête de toujours se… On peut se déranger, je peux popper, mais ça va être plus pour une question, plus que pour de discuter d'un point, d'un point en particulier. Excellent. Gaétan Gervais, comment qu'on gère les milléniaux en télétravail? Gérable, point d'interrogation. Honnêtement, les milléniaux ne sont pas si pires que ça.
Parce que, bien encore là, travail orienté puis gestion orientée par résultat, tu vas les avoir, tes résultats, peu importe comment tu vas t'y prendre. Puis c'est le contraire, je pense que les milléniaux sont très axés qualité de vie, gestion de leur temps par rapport au travail, puis sont bien meilleurs que de ma génération à moi pour couper la journée à la fin de la journée. Fait que non, pas différemment des autres. Par contre, le modèle leur fit bien, je pense. Excellent. Question dans la salle? Oui? Vous avez dit, quand vous avez acquis l'entreprise, qu'il n'y avait pas personne qui était parti. C'est quand même assez rare. Les employés sont tous restés. Pensez-vous que le modèle télétravail et tout ça qui est assez unique fait partie des raisons pour lesquelles les employés ont pas quitté le bateau? Donc, au niveau de l'achat d'entreprise, il n'y a pas d'employé qui a quitté le navire. Est-ce que le modèle de télétravail est un modèle adéquat pour avoir une certaine rétention des employés? Bien, sûrement, parce qu'encore aujourd'hui, on a quand même une très, très bonne rétention. Donc, c'est sûr que ça a quelque chose à voir là-dedans. Mais quand on fait une transition, comme moi, quand je suis arrivée chez Nubic, je ne suis pas arrivée en voulant tout changer. La première chose que j'ai fait, c'est d'ouvrir un bureau, de créer un espace de travail au bureau parce que je pensais que moi, j'en avais besoin. J'en avais besoin, mais en tout cas, ça a pris un an avant que j'arrête d'y aller. Mais j'y allais tous les jours. Mais ça faisait peur. Fait que c'est tout, par exemple, c'est dire, on va ouvrir un bureau, mais inquiétez-vous pas, on n'a pas besoin que vous y alliez. C'est de faire attention à ce qui pourrait leur faire peur, puis pas trop changer les choses. Puis quand tu changes les choses, avoir les bonnes raisons de le faire, puis de bien les préparer, c'est plutôt ça. Je pense que c'est les gens, quand il y a une transaction, puis peu importe le contexte, c'est que tu as peur du changement. On a tous peur du changement. Fait que c'est de pas trop en faire. Mais oui, je pense que ça a un effet, mais il ne faut pas se fier là-dessus. Faut toujours être sensible à nos annonces et à nos changements. Est-ce que vous avez été accompagné dans l'achat de l'entreprise? Non. Non. C'est bon. Puis est-ce qu'une formation aurait pu vous être utile? Ah, mon Dieu, que j'aurais pu utiliser plein de choses que j'ai été obligée d'apprendre sur le tas. Oui, ça m'aurait été utile. Parce que toutes les étapes que j'ai précisées, peut-être que je n'avais pas besoin de les préciser autant, mais pour moi, j'ai eu à les apprendre au fur et à mesure. T'sais. OK, là, j'ai ma lettre d'intention. Bon, je la savais parce que je les avais vues, mais je les ai fait, mais pas pour moi. Quand c'est pour toi, ça change tout. C'est pas du tout la même perspective. C'est comme quand on gère une équipe dans une entreprise, puis la gérer ton entreprise, pas du tout la même chose. Les impacts ne sont pas les mêmes, fait que c'est pas pareil. Parfait. Une question dans la salle? Oui? Vous avez beaucoup mis l'accent sur le fait que ce qu'il y avait d'enrichissant, c'était axé vers les résultats, vers la performance. Quand on regarde dans les années 80-90, quand on voulait parler d'une entreprise qu'on voulait éviter, c'est une entreprise où on n'était que nos résultats, que nos performances. Je sais que vous avez amené ça d'une manière où vous pensez que c'est ce qui apporte du bon, mais comment on fait pour prendre l'humain dans sa globalité à ce moment-là, savoir qu'il y a une famille, ça se peut qu'il soit malade, ça se peut qu'il s'inquiète, puis en même temps, ça peut être un employé qui globalement est quand même une personne un plus pour l'entreprise. Comment vous faites pour garder cette idée-là que l'être humain que vous avez comme travailleur performant est aussi un être humain de manière générale? Donc, il y a eu beaucoup d'emphase sur la performance, mais comment on regarde l'humain dans son ensemble? Bien, c'est de justement gérer tout le monde comme des humains, puis comme nous, on aimerait être. Tu sais, moi, j'aime bien ça, mon samedi, dimanche, je coupe, je travaille pas. Tu sais, ma famille a toujours été primordiale pour moi avant l'entreprise, avant tout le reste. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les gens avec qui je travaille. Puis quand tu les gères, quand quelqu'un a besoin, a besoin de sa santé pour le travail, mais c'est ça qui est mis de l'avant. C'est pas en arrière du fait qu'il faut que tu sois productif puis il faut que tu livres ta marchandise. Oui, nos clients, il faut qu'ils soient contents. Oui, mais si aujourd'hui, tu dois t'absenter une demi-journée parce que tu as allé au spectacle de ton enfant puis tu vas le reprendre quelque part dans la semaine, il n'y en a pas de problème. Donc, c'est quand même, la famille est toujours, puis l'humain est toujours mis devant. C'est pas la performance en premier. Je ne vais pas me dire, ah, bien là, c'est parce que tu vas manquer 4 heures, comment on va reprendre ces 4 heures-là? C'est pas la première chose qui nous vient en tête. C'est... Si nous, on fait affaire avec des contractants, mettons un programmeur ou
ou un graphiste, on ne se posera pas ces questions-là. On veut ça à temps, c'est tout. Puis on veut pas de niaisage, puis on ne veut pas qu'il nous parle de sa vie. Mais vous avez que ça, les gens qui travaillent comme des consultants, c'est pas évident. Vous faites ça d'avant, ça peut demander de l'effort. Mais ils ne travaillent pas comme des consultants. Donc, si je résume la question pour ceux qui nous écoutent en web-diffusion, ça ne doit pas être évident de gérer l'humain quand on est des consultants et qu'on doit produire et que notre client ne veut peut-être pas nécessairement savoir ce qui se passe dans notre vie personnelle. Lui, ce qu'il veut, c'est que le travail soit accompli. Good. Mais c'est ça, mais dans le fond, mon commentaire, c'est que non, on ne gère pas les gens comme si c'était des consultants. Pour nous, un consultant externe, puis les employés Nubic, on en a des consultants externes qui viennent prendre des charges de travail quand ça déborde, mais un employé Nubic est un employé Nubic, puis a sa valeur. On ne gère pas comme si c'était un consultant. C'est vraiment une partie prenante de l'entreprise importante. Et puis si par exemple, pour moi, la productivité est plus importante, je vais dire, ben non, tu ne peux pas aller au spectacle de ton enfant, mais qu'est-ce que je vais avoir gagné? Tu vas être là, puis tu vas être en beau Moses parce que tu ne seras pas présent, j'aurais rien gagné. Fait que ce que je veux dire, c'est quand c'est une roue qui tourne. Tu sais, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est une roue qui tourne. Quand tu mets l'humain devant, ben l'humain va te mettre aussi, il va t'accorder une place importante. Puis c'est juste de démarrer cette... On va prendre une dernière question de Isabelle Roy qui demande le futur de Nubic. On travaille une acquisition cet été, fait que c'est une autre aventure, super hâte. Mais ça fait 3 ans, tu sais, quand je suis arrivée chez Nubic, j'avais tout de suite en tête, on va en faire une autre, puis j'étais mindée à ça. Trouver une cible, ça n'a pas été aussi facile que je l'aurais voulu, mais en même temps, on avait beaucoup de devoirs à faire. On avait besoin de se structurer, de s'améliorer. On a tous grandi, puis on s'est préparé pendant les 2-3 dernières années à ce qui s'en vient. Donc, la croissance, ça, on a grandi organiquement. À travers se préparer, on est passé quand même de 40 à... On est entre 75-80 maintenant. Donc, faire ça, c'était déjà essoufflant, mais on l'a fait en se structurant pour être prêt pour ce qui s'en vient. Puis là, ce qui s'en vient, c'est une croissance encore plus rapide, beaucoup d'expansion aux États-Unis. Puis, au moins, j'aimerais ça, 1 ou 2 transactions par année, pour les 2 prochaines années minimum. Là, j'ai bien entendu 1 ou 2 transactions par année, Ouais. donc acquisition d'entreprise par année. Oui. OK, good. On est prêt. Merci beaucoup Merci. d'avoir accepté Merci. notre invitation.